marcher? Oui, ça marche. Ça marche parce que des fois, l'enregistrement se coupe en plein milieu. OK, et donc qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? De quoi on a parlé? Oula, C'est juste pour que j'ai le temps de voir monter. dans mon cahier, moi. L'autocognition, l'aspect, Oui, très bien, exactement. les deux faces de l'aspect. Oui, exactement, tout à fait. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ouais, L'autocognition? ouais, ouais. Ouais? Mmh. OK. Donc en effet, c'est le quatrième type de perception directe chez les Sautrantika qui suivent les Écritures, et qui suivent le raisonnement aussi. Très bien. D'ailleurs, c'est dans leur définition, hein, c'est, la définition d'un tenant Sautrantika, c'est un tenant du véhicule fondamental qui accepte à la fois l'autocognition et les phénomènes extérieurs. Très bien. OK. Et donc, on avait dit que c'était, non dualiste et que c'était cet, aspect appréhendant. Ouais. Cet aspect appréhendant, c'est-à-dire qu'on a les 2 faces d'une même pièce dans la conscience. Il y a la face tournée vers l'objet, ça c'est l'aspect appréhendé, et la face tournée vers la conscience, c'est l'aspect appréhendant. Et donc les Sautrantika disent que pour se souvenir du sujet lui-même, pas nécessairement de l'objet, mais du sujet qui a appréhendé un objet, pour s'en souvenir, il faut avoir déjà une expérience de l'expérimentateur en 1er lieu. Et Mmh. donc ils vont dire que c'est l'autocognition qui permet ça, ouais. Très bien. Et Dominique avait posé une question, pimentée par rapport à la condition dominante. C'est quoi la condition dominante d'une autocognition? Ouais. OK, donc comme vous le savez, il y a 3 conditions pour une conscience normalement, ouais, qui sont? L'objet, la condition dominante et le moment de conscience immédiatement précédent. Voilà, exactement, tout à fait. Donc on a la condition objectale, la condition dominante et la condition antécédente. Très bien. OK. Et vous vous souvenez comment ça fonctionnait pour la conscience mentale? C'était quoi sa condition dominante? Perception mentale directe? Alors, c'était la, perception directe précédente, là. C'était la perception directe qui était l'objet de cette conscience mentale. Hem, C'est pas alors ça se passe juste avant en effet, on est d'accord, puisque c'est une condition, donc ça doit préexister à son effet. Mais, on avait vu que pour la perception mentale directe, le moment de conscience immédiatement antérieur, c'est sa condition antécédente, on est d'accord, ouais? c'était la même chose, voilà. Ouais, et c'est aussi sa condition dominante. Même Ça veut pour dire lui. que, du point de vue de l'entité, c'est un seul et même instant de conscience, mais du point de vue des fonctions, on va les appeler différemment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vous parle? Mmh. OK. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. OK, super. Très bien, et donc pour l'autocognition, ça va être similaire. Ça veut dire qu'une autocognition, elle peut, appréhender une conscience visuelle. C'est-à-dire que la conscience visuelle se connaît en train de percevoir un objet. Ouais. OK, donc le moment juste, immédiatement précédent de cette autocognition, c'est quoi? C'est C'est la perception. ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est la perception visuelle elle-même, la conscience visuelle elle-même. On pourrait dire que c'est le moment précédent de l'autocognition aussi qui est la cause de l'autocognition, du moment actuel. On pourrait dire ça aussi, pourquoi pas? Parce que dès l'instant où il y a une conscience, nécessairement, c'est en parallèle. On a la conscience qui appréhende un objet et la conscience qui s'appréhende elle-même, donc c'est parallèle tout ça. OK, donc on peut dire que le moment immédiatement antérieur à cette autocognition est à la fois la condition immédiatement précédente et à la fois la condition dominante, ouais. Ouais. OK, ça veut dire que c'est la même entité, mais 2 distinctions conceptuelles différentes en fonction des fonctions différentes. Ouais, Donc en ça vous fait, va? l'autocognition et la conscience mentale, tous les 2, ils ont la même, enfin non, chacun a la même, conscience immédiatement précédente et la même condition dominante, mais qui sont la même entité avec 2 fonctions différentes, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc en effet, on peut dire ça. On peut dire ça. Hem, alors là, on parle de la conscience mentale, mais ça va être la même chose avec une conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative et cetera, ouais. C'est-à-dire que chaque conscience qui expérimente quelque chose doit nécessairement s'expérimenter elle-même pour ensuite qu'on ait le souvenir de l'expérimentateur lui-même. Oui. OK.
Donc là, ça joue. Quand on parle de l'aspect pour les perceptions sensorielles ou les perceptions directes en général, ça va, ça joue. Mais quand on parle de conscience conceptuelle, comment ça fonctionne? Alors, quand on parle des consciences conceptuelles, comment Ouais, fonctionne quoi? l'autocognition. Parce qu'on doit pouvoir se souvenir d'avoir pensé ceci ou pensé cela. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ça veut dire que pour les Sotrantika, on doit avoir une autocognition qui appréhende une conscience conceptuelle. Ouais. Donc, le Donc dans moment ce cas, ouais, immédiatement précédent, ça va. oui, L'objet, c'est la conscience conceptuelle. oui. Impeccable. Et la condition dominante, taratatam. Est-ce que ça va être de nouveau la même chose? C'est l'aspect lui-même, non? Oui, en effet, l'autocognition, ça doit être l'aspect lui-même, l'aspect appréhendant, ouais. Oui. Et dans le cas d'une conscience conceptuelle, l'aspect, c'est la généralité de sens. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Donc la généralité de sens, vous avez tous appris normalement qu'une généralité de sens est temporairement permanente. Oui, donc elle ne peut pas être une cause. Donc c'est ça le problème, c'est que On n'est quand on pas... a une généralité de sens, quand on a une conscience conceptuelle, on doit malgré tout pouvoir accepter que cette conscience conceptuelle est impermanente, oui, sinon on penserait toujours à la même chose. Hmm. Ouais. Donc ça veut dire que quand on a un concept qui naît à l'esprit, ce concept doit naître, doit être produit, oui, en Hmm. fonction de graines qu'on a. On a des graines qui naissent, qui germent et qui engendrent ce concept. Donc ça veut dire que ce concept, il est à double face aussi. Il a une face temporairement permanente, c'est l'opposé de ce qui n'est pas cela, etc. Et il y a une face qui est impermanente. Sinon, le concept ne pourrait pas être produit, durer un certain temps, puis cesser. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc ça veut dire que ça doit être la face impermanente de ce concept Qui est la cause. voilà, qui doit être normalement l'autocognition. Ouais, C'est pas très dit. bien. Ok. Donc on va dire que pour une conscience conceptuelle, le moment de conscience immédiatement antérieur, c'est ça la condition antécédente. Ouais. Oui. Et que la condition dominante, ça doit être une graine. Ça doit être une graine qui va germer dans la conscience en fonction de différents stimuli extérieurs, etc. On va avoir une association d'idées, etc. Et donc, il va y avoir une graine qui va germer dans la conscience. Cette graine va engendrer le concept, la conscience conceptuelle, ouais. Très Ouais. bien. Ça va être la condition dominante. OK. Et donc, forcément, euh, on va dire que ça peut être aussi euh, la condition dominante de l'autocognition. On peut dire ça de ce point de vue-là. Pas la graine. Ouais. On pourrait dire ça à la rigueur. Parce que la graine est impermanente. La graine n'est pas de la conscience, hélas, mais malgré tout, elle est quand même une cause importante de cette Hmm. conscience conceptuelle. Ouais, Hmm. ok. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. On pourrait choisir de dire que c'est aussi le moment immédiatement antérieur de cette conscience conceptuelle qui est à la fois la condition antécédente et la condition dominante de l'autocognition, qui appréhende la conscience conceptuelle. Ouais. Hein. Je pense que de ce point de vue-là, c'est plus simple. Ouais. C'est plus simple. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir une autocognition qui est d'une même entité avec une conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. C'est-à-dire que si la conscience conceptuelle disparaissait, Il n'y a pas euh, l'autocognition de cette son façon. autocognition devrait disparaître. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. ça c'est nécessaire. Donc, ça veut dire qu'une autocognition qui, elle, est nécessairement une perception directe, peut être une même entité substantielle avec une conscience conceptuelle, une perception, une conscience qui n'est pas directe. Et alors, ça va pas. Ça va pas? On peut pas avoir ça. Ben, une directe et une indirecte, une directe et une conceptuelle qui seraient de Ouais, même nature, ça, c'est bizarre. c'est bizarre. Oui. C'est bizarre, mais est-ce que c'est impossible? Ça, je ne sais pas. Ouais. Pas Ça possible veut d'être dire, bouddhiste, je vais ouais. dire. Par exemple, par exemple, euh, ok. Par exemple, si vous avez le second moment d'une perception visuelle, est-ce que ce second moment est une condition valide ou pas? Non, Non, c'est une condition pareil, c'est subséquente. direct, mais voilà. Ouais. Ouais, c'est une Ouais. condition subséquente, donc elle n'est pas valide pour les Sotrantika. Très bien. Donc ce second moment, il a nécessairement une autocognition. Oui. Ouais. Donc l'autocognition, c'est le premier moment dans ce cas-là,
On choisit le premier moment d'une conscience, le premier moment d'une autocognition qui fait l'expérience d'une conscience subséquente. Le premier moment de l'autocognition est une cognition valide, mais la conscience subséquente dont elle fait l'expérience n'est pas une cognition valide. Pourtant, Non. les deux sont une même entité. Oui, oui, oui. Oui, oui, Ouais. c'est bien. Oui. Ok, ça veut dire qu'on peut avoir une cognition valide et une cognition non valide qui sont une même entité. Ouais. Et bien là, c'est pareil, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'on a une autocognition qui est nécessairement directe, nécessairement non conceptuelle, qui est une même entité avec la conscience conceptuelle dont elle fait l'expérience. Ok. Ouais. Ok, super. Là, on a été très loin dans l'épistémologie bouddhiste, mais c'est intéressant. Intéressant. Ok, donc en tout cas, les Sautrantika, pour eux, c'est leur façon de dire qu'on peut se souvenir d'avoir pensé ceci, d'avoir pensé cela, d'avoir fait l'expérience de ceci, etc. Et donc, on a nécessairement l'autocognition. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok. Ok, super. Très bien. Et donc, on va essayer de continuer, parce que quelques pages plus loin, on va entrer dans le Chittamatra. Ok. Ok. Donc, il y a un point important. Je trouve que c'est page 94, ce point important, par rapport à la différence entre l'autoperception et la mémoire, le facteur mental de mémoire. Ouais, très bien, donc on va essayer de voir ça. Donc l'étudiant pose la question, il dit quelle est la différence entre l'autoperception ou l'autocognition et le facteur mental de mémoire. Est-ce que ça vous parle, le facteur mental de mémoire? Facteur mental qui est neutre, c'est ça? Oui. Ni vertueux ni non vertueux, il fait partie de cela, non? Alors, dans les facteurs mentaux variables, on a le regret, l'attention, l'analyse, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a 4. Le sommeil. Et quoi? Le sommeil, il n'y a pas un truc avec Ah oui, voilà, exactement, et le sommeil, exactement. Donc, il n'y a Tout à pas fait. la mémoire. Bon. Il n'y a pas la mémoire, ouais. Donc là, quand on parle de mémoire, c'est un petit peu biscornu. Dans la question même de l'étudiant est un petit peu biscornue, parce que quand on dit mémoire, qu'est-ce qu'on entend exactement? Normalement, quand on parle de conscience mémorielle ou de mémoire, c'est une conscience conceptuelle, nécessairement. Ouais, Oui, c'est nécessairement une cognition subséquente conceptuelle. oui, Ouais, ok, donc c'est conceptuel. Alors que le facteur mental d'attention n'est pas nécessairement conceptuel. oui, Donc c'est de ça qu'il parle en fait. Il parle du facteur mental d'attention, le fait d'être attentif. Ouais, ça c'est un facteur mental déterminatif normalement parmi les 51 facteurs. ouais. Donc c'est le fait d'être attentif. Très bien. Et donc la définition c'est le non-oubli d'un objet familier. Ouais. Ouais. Ok, c'est le non-oubli. Et donc c'est pourquoi on a tendance à l'appeler mémoire si on parle de non-oubli. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Mais le problème c'est que c'est pas nécessairement conceptuel. C'est pas nécessairement conceptuel. Par exemple, un yogi qui est en réalisation directe de la vacuité, il est attentif à la vacuité. Il est pleinement attentif à la vacuité. Est-ce qu'il a une conscience conceptuelle? Non. Non, parce qu'il est attentif à sa perception directe. Ouais, exactement. Il est attentif à la vacuité. Donc ça, c'est pour les écoles marianistes. Mais si on parlait du Sautrantika, un yogi qui réalise directement le non-soi, ça va être pareil. Il réalise directement le non-soi, donc c'est une conscience non conceptuelle. Et pourtant, il est pleinement attentif. Et donc, s'il est pleinement attentif et qu'il n'y a pas de conscience conceptuelle, c'est-à-dire que l'attention n'est pas nécessairement conceptuelle. Oui, Ouais, tout le monde est oui, d'accord? oui, Oui. Ok. Alors que la mémoire, c'est nécessairement conceptuel. On se souvient de quelque chose. On a un souvenir à la conscience, ouais. oui, Donc, il faut distinguer les deux nécessairement. Donc là, c'est ce que va dire Geshe-Dreyfus. Il dit, il y a une grande différence entre les deux. La mémoire, le phénomène mental que vous appelez mémoire, est le facteur mental qui retient les choses, donc le non-oubli des choses familières. Que les oui. choses soient dans le présent, le passé ou même dans le futur, si on a une vision du futur, par exemple. Donc c'est smriti en sanskrit. Normalement, il y a un petit R entre le M et le I. C'est smriti en sanskrit. Et jhempa en tibétain. Ne se réduisent pas à la mémoire. Le problème, c'est que dans beaucoup de traductions, on les traduit par mémoire, alors que ça veut dire attention, tout simplement. Ouais. Mhm. Donc il dit, lorsque je me rappelle de quelque chose au sens occidental du terme, donc quand je me souviens de quelque chose, c'est le signe que j'ai perçu ce quelque chose auparavant. Ça, on est d'accord. Je ne peux pas me rappeler ce que je n'ai jamais perçu. Si on pense à smriti et jhempa en tant qu'attention, c'est différent de l'autoperception.
parce que l'attention est une activité consciente qui se dirige vers ce que je fais. On peut être attentif ou on peut ne pas être attentif. Vous êtes d'accord? Si, Oui. par exemple, on pense à quelque chose, on pose ses clés quelque part, qu'on pense à autre chose, forcément, on va chercher ses clés. Donc, on n'a pas été attentif. Alors que l'autocognition, est-ce qu'il y a besoin de s'efforcer pour l'avoir? Non, elle est automatique. Elle est automatique. Ouais, Hmm. c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques, c'est automatique. OK. En effet. Donc, c'est différent de l'autoperception parce que l'attention est une activité consciente qui se dirige vers ce que l'on fait. Par exemple, je prends conscience que je perçois, mais cela est fait avec l'attention, avec la conscience mentale également, qui est dirigée vers ce que je fais. Donc, c'est surtout de ça qu'il s'agit quand on dit qu'on est attentif ou pas. Est-ce que la conscience mentale est présente ou pas? Parce que la conscience visuelle, elle peut totalement être présente, mais parce que notre conscience mentale est occupée ailleurs, Oui, elle c'est voit. là où il manque. Ouais. C'est là où c'est inattentif, ouais. Très bien. OK. La conscience mentale est vers ce que je fais. Ce dont on parle dans l'autoperception, c'est une chose beaucoup plus automatique, en effet. Chaque état de conscience a un facteur autoperceptif qui fait qu'il y a perception de la conscience. C'est simultané, et non seulement c'est simultané, mais il s'agit ici d'un facteur autoperceptif. Ce n'est pas une perception différente. Ouais, ce n'est pas une perception différente. C'est-à-dire que c'est pas si c'était une perception différente, il faudrait qu'on ait une conscience visuelle et que cette conscience visuelle soit la cause de l'autoperception. Ouais, donc ça veut dire que l'autoperception devrait percevoir la conscience visuelle au moyen d'un aspect, puisque la conscience visuelle, à l'instant 2, la conscience visuelle, oh, pardon, la conscience visuelle de l'instant 1 a disparu au moment de l'instant 2. Oui. Et donc, si on dit quelle est la cause de la perception autocognitive, à ce moment-là, c'est le même problème que la conscience visuelle qui appréhende une fleur, par exemple. C'est quelque chose à l'instant d'avant. Mais en fait, il faudra à nouveau un aspect pour régler le problème. Donc, on aurait 36 000 aspects à la conscience. Donc, ça pose un souci. C'est pour ça qu'il faut que l'autocognition soit simultanée à la perception directe. OK. Elle est simultanée à la perception directe. Mais alors, dans la conscience inattentive, ça pose problème. Dans la perception directe inattentive, ça pose un sacré problème, parce que là, il n'y a pas d'autocognition. Alors, il y a une autocognition nécessairement, parce qu'elle doit être présente partout. Mais cette autocognition, elle peut être inattentive. Ah la vache. Elle peut être parce que, comme vous le savez, comme vous le savez, toutes les perceptions directes, sauf la perception yogique directe, peuvent être inattentives, ouais? Oui. OK. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autocognition inattentive. Par exemple, cette fameuse conscience, ce fameux moment de perception mentale directe qui suit une conscience visuelle, il est infinitésimal, ouais? Et donc il est inattentif. Donc forcément, son autocognition est inattentive aussi, ouais. Oui, mais on peut se la rappeler dans certaines circonstances. Bah non. Précis. Normalement, on devrait pouvoir, par exemple, si soit on obtient l'éveil, soit même certaines personnes sous hypnose peuvent, ou même parfois, pas nécessairement sous hypnose, mais J'ai dit ça où c'était comme ça. Je me rappelle très bien. oui, Bernard? Oui, non, mais par exemple, j'avais un enfant qui était couvert de verrues, n'est-ce pas? Oui. Alors, sur des symptômes, je lui donne un remède. Eh bien, dans la nuit, il a fait un rêve très particulier. Il allait marcher sur un serpent. Et les verrues ont disparu dans les 2 jours. Or, la mère se rappelle très bien, alors que lui n'en avait aucun souvenir, qu'il a failli marcher sur un serpent. Oui. Donc pour lui, c'était complètement inattentif. Oui. Mais c'est révélé au niveau du rêve, ça s'est pas révélé au niveau de la conscience. Oui, mais enfin Oui, enfin bon. ensuite, il l'a dit. Oui. Oui, oui.
Et on peut aussi même, j'imagine que si on examine un cerveau à l'électroencéphalogramme pendant le sommeil paradoxal, on peut certifier qu'une personne rêve, même si elle ne se souvient pas de son rêve au réveil, ouais. Tout à fait, ça oui. Ouais. Donc c'est dans ce cas-là dans ce cas-là, c'est similaire. Dans ce cas-là, ce rêve, c'est une hallucination mentale, on peut pas vraiment l'appeler perception directe mentale, mais c'est une hallucination mentale dont on peut ne pas avoir le souvenir malgré tout au moment où on a eu cette expérience d'hallucination. Pour les Sotrantika, en tout cas, on a dû nécessairement avoir une autocognition. Ouais, Parce que la mère a dit qu'elle avait vu la scène oui, de l'enfant qui était petit et qui ne se rappelait pas consciemment. oui, oui, tout à fait, exactement. Et aussi même on peut, parfois dans certains cas, quand on est en méditation, on peut, soudainement se souvenir d'un rêve qu'on a fait dans la nuit et qu'on avait totalement occulté au cours de la matinée et cetera. Parce qu'on arrive à un état d'esprit qui se rapproche peut-être d'un état de subtilité du moment du rêve, ouais. La vérité, c'est que le rêve correspondait effectivement à une scène vécue. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, le rêve, c'est, une, comment dire? Une ré re comment dire? Un réassemblage de souvenirs, ouais, Ah bon. ouais. On a un réassemblage de souvenirs. Donc certains rêves, bien sûr, peuvent, être des souvenirs trafiqués, d'autres, peuvent être, complètement hallucinatoires et cetera. Donc il y a peut-être des zones de gris entre ces 2. Ouais, c'est possible. En tout cas, en effet, là, le facteur mental d'attention, il heu, peut être inattentif et donc l'autocognition peut être inattentive, oui. Oui. Et donc ça veut dire qu'on est même si on doit faire l'expérience du sujet en temps réel, pour ensuite avoir un souvenir d'avoir expérimenté ceci et cela, si l'autocognition n'est pas suffisamment attentive, à ce moment-là, on n'aura peut-être pas le souvenir. Parce que pour avoir un souvenir, il faut qu'il y ait une cognition valide dès le départ, ouais. C'est-à-dire que le souvenir, comme on l'a dit, c'est une cognition subséquente, ouais. Une cognition subséquente, c'est ce qui réalise ce qui a déjà été réalisé auparavant, ouais. Et donc il faut qu'il y ait eu une réalisation, au préalable. Cette réalisation, ça doit être, fait par la cognition valide initiale, ouais. S'il n'y a pas de cognition valide initiale, malgré tout, il va y avoir quelque chose d'enregistré, mais cet enregistrement ne sera pas disponible par la suite, Mmh. par des cas. À moins qu'on obtienne l'éveil, à ce moment-là, on obtient l'éveil et on peut se souvenir de tout ce qui s'est passé. Mais dans d'autres cas, c'est plus difficile. Ouais. Ouais, ouais. Donc on fait une distinction entre l'autocognition et la mémoire. Ouais. Ah, OK, super. Donc ici, OK. Donc c'est la même perception qui a un facteur auto-perceptif. Il est dit qu'entre la conscience et son auto-perception, qu'elle soit, perceptive ou conceptuelle, il n'y a pas de dualité. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'autocognition et la conscience dont elle fait l'expérience, il n'y a pas de dualité entre les 2. Ça doit être la conscience elle-même qui fait l'expérience d'elle-même, d'un certain point de vue. Ouais. Donc forcément, ça pose question, ça pose question. Parce qu'ici, les Sotrantika parlent d'existence véritable, et cetera. Donc c'est ça que critique le Prasangika. Quand on remet en question l'autocognition, comme le fait Shantideva dans le chapitre 9, on remet en question une autocognition inhérente, intrinsèque, et cetera. Ouais. Les Prasangika ne réfutent pas que l'esprit puisse se percevoir lui-même. Mmh. Sinon, aucun Prasangika ne pourrait pratiquer le Mahamudra, et cetera, ou le Dzogchen, et cetera. Ce serait pas possible. Donc, en effet, les Prasangika peuvent affirmer la conscience qui s'appréhende elle-même, mais pas au sein d'une existence intrinsèque. Parce que forcément, dans ce cas-là, ça implique une dualité. Ça implique une dualité, alors que les Sotrantika disent non, c'est non-duel. L'autocognition est non-duelle. Mais la non-dualité au sein de l'existence inhérente, de l'existence intrinsèque, etc., c'est très difficile à affirmer. Ouais. Ouais. OK. Donc là, il dit, on est à la page d'après 95, il dit: «Il ne s'agit pas de 2 consciences, mais d'une conscience qui a 2 pôles». Exactement, avec ce fameux aspect.
l'exemple qui est donné par ces philosophes est celui de la lumière. Ils disent la lumière éclaire la chambre et elle s'éclaire elle-même. Elle Voilà. se rend elle-même claire. Quand on allume la lampe, on voit la lumière et la chambre. Ouais. Donc ça, cet exemple, on va le trouver souvent chez Arya Chandrakirti. On va le trouver dans le chapitre 7 du traité du milieu sur l'examen des facteurs composés, de ce qui produit, de ce qui demeure et de ce qui cesse. On va le retrouver dans le Vedarya Prakarana aussi, un autre traité dialectique d'Arya Nagarjuna, et dans d'autres textes encore. C'est-à-dire qu'Arya Nagarjuna prend la thèse des Sautrantika en particulier, qui parlent de l'autocognition, qui disent que la conscience s'éclaire elle-même, exactement comme une lampe qui s'éclaire elle-même quand elle éclaire autre chose. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? C'est que comment est-ce qu'on peut éclairer ce qui n'est pas obscur? La lampe n'est pas obscure, donc elle n'a pas besoin d'être éclairée. Mm. On peut éclairer que ce qui est dans l'obscurité, non? Et c'est pourquoi Arya Nagarjuna dit la lampe n'a pas besoin de s'éclairer elle-même. Si la lampe avait besoin de s'éclairer elle-même, si elle s'éclairait elle-même, l'obscurité s'obscurcirait elle-même. Non? Oui. Ça vous laisse songeur. Ouais. Si on disait que la lampe, qui est déjà claire, a besoin de s'éclairer elle-même, pourquoi est-ce que l'obscurité ne s'obscurcit pas elle-même? C'est-à-dire que l'obscurité devrait ne pas exister. Elle s'obscurcirait elle-même. On ne pourrait pas percevoir l'obscurité. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut percevoir l'obscurité ou pas? C'est pas la lampe, c'est la lumière qui s'éclaire. Oui. Pour l'obscurité, oui. Donc si on peut percevoir l'obscurité, ça veut dire que l'obscurité ne s'obscurcit pas elle-même. Mhm. Et donc si l'obscurité ne s'obscurcit pas elle-même, la lumière ne s'éclaire pas elle-même. Oui. Non? Ok. Ok. En tout cas, c'est souvent cet exemple-là qui est pris dans les textes. Et en effet, c'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que finalement, puisque cette autocognition, elle est consubstantielle à toute cognition, pourquoi on n'en fait pas une caractéristique des cognitions, point barre, quoi, au lieu d'en faire une conscience à part? Oui. On peut en faire une conscience à part. Pourquoi? Parce que si c'était une caractéristique d'une conscience, De quelle conscience que ce soit. ouais, voilà, la caractéristique d'une conscience qui s'appréhende elle-même, ça voudrait dire que on aurait une autocognition conceptuelle, par exemple, puisque la conscience conceptuelle doit pouvoir s'appréhender elle-même. Et donc, si c'était la caractéristique, si l'autocognition était une caractéristique de la conscience conceptuelle, cette autocognition deviendrait du coup conceptuelle, non? Si l'autocognition était une caractéristique de toutes les consciences, tu dis que si c'était une conscience conceptuelle, elle deviendrait conceptuelle. Ouais. Bon, ouais. Et par exemple, on aurait, si par exemple on a un moment de cognition valide, l'autocognition qui en fait l'expérience doit nécessairement être valide. Elle ne peut pas être subséquente, etc. Et inversement, si on a une conscience visuelle qui est subséquente, elle n'est plus valide pour les Sautrantika. Et donc, ça veut dire que l'autocognition qui en fait l'expérience ne peut nécessairement pas être valide. Et pourtant, on a dit tout à l'heure, au second moment, on a une cognition subséquente. Et le premier moment de l'autocognition qui fait l'expérience de ce second moment de cognition subséquente, cette autocognition, elle est valide. Elle ne pourrait pas l'être si c'était une caractéristique de la conscience elle-même. Mhm. Ça veut dire que la cognition ne pourrait pas être inscrite dans la division des perceptions directes en 4, puisqu'elle pourrait être conceptuelle. Si on avait ça comme caractéristique de toute cognition, on n'aurait pas besoin de la classifier. Oui, exactement. Je sais pas, hein, je me dis ça, je dis rien, mais En fait, c'est ce que vont faire les Prasangika. Ils vont dire, bah, il n'y a pas d'autocognition telle qu'elle est mentionnée chez le Sautrantika, en tout cas. Il y a la possibilité de se souvenir du sujet lui-même qui appréhende un objet, mais comment ça fonctionne? Par ricochet. Ouais, ouais, ça fonctionne par ricochet. Ça veut dire que c'est le fameux exemple de l'ours qui est mordu par un rat enragé, un rat empoisonné, etc. Et donc, quand l'ours se réveille de son hibernation, etc., il se souvient d'avoir été mordu, et donc forcément, dans ce cas-là, il se souvient d'avoir été empoisonné. Bon, c'est un ours très intelligent. Oui, oui.
C'est peut-être la mascotte d'un club de rugby. C'est ça. Et donc, les prasangika vont dire que c'est implicite, en fait. Si on a le souvenir explicite d'un objet, implicitement, on se souvient du sujet, parce qu'il ne peut pas y avoir d'objet sans sujet, vous êtes d'accord? Ah, c'est sûr. C'est impossible d'avoir un objet sans sujet, d'avoir un sujet sans objet. Et donc, c'est ce que dit Arya Nagarjuna. Il dit il n'y a pas de prameya sans pramana. Il ne peut pas y avoir d'objet sans sujet, sans cognition valide, etc. Il ne peut pas y avoir de cognition valide sans objet. Ok. Ça veut dire que si on se souvient de l'objet lui-même, on se souvient de nos dernières vacances, on se souvient de plein de choses, de ce qu'on a fait hier, etc. Donc, on se souvient de plein d'objets. Et donc, ça, c'est explicite. Et donc, on se souvient nécessairement implicitement de nous-mêmes comme ayant fait l'expérience de ces objets. Bien sûr. Donc, pour les prasangika, il n'y a pas besoin de l'autocognition. Et donc, en effet, ils vont simplement dire que c'est, oui, comme tu le dis, une caractéristique de la conscience. La conscience a nécessairement un facteur mental d'attention, et donc cette attention peut se transformer en mémoire si elle devient conceptuelle, etc., etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Excellent. Très bien. Très, très bien. Ok. Très bien. Donc, cette fameuse histoire de la lumière, elle est un petit peu difficile, parce que dans le chapitre 7 d'Arya Nagarjuna, c'est un petit peu difficile, parce qu'il y a des commentaires un peu difficiles à suivre, mais c'est intéressant. Ok. Donc, toutes les écoles bouddhistes ne sont pas du tout d'accord là-dessus, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Mais nous parlons pour l'instant des Sautrantika, qui suivent les Écritures. En fait, jusqu'à maintenant, quand on a parlé des vérités ultimes, vérités conventionnelles, c'était le Sautrantika qui suivait le raisonnement. Ouais. Quand on dit tout ce qui est très permanent est une vérité ultime, tout ce qui est permanent est une vérité conventionnelle, ça, c'est les Sautrantika qui suivent la logique ou le raisonnement. Les Sautrantika qui suivent les Écritures sont plus proches des Vaibhashika. Ok. C'est une des différences qui les sépare des Vaibhashika. Les Vaibhashika n'acceptent pas l'auto-perception. Les Neyayika non plus, d'ailleurs. Par contre, d'autres écoles hindoues l'acceptent. Chez les bouddhistes, les Vaibhashika, les Prasangika et certains Swatantrika refusent l'auto-perception. Donc, chez les Swatantrika, on a les Sautrantika, Swatantrika qui refusent l'auto-perception. Justement, il dit juste par la suite, Bhava Viveka, qui est réputé comme ayant été Sautrantika, Swatantrika, Madhyamika, a de critiques à adresser à la doctrine de l'auto-perception. Les autres, par exemple, les Yogacara, Swatantrika, peuvent l'accepter. Donc pour Acharya Dharmakirti et Dignaga, la perception implique deux pôles, la perception de l'objet extérieur et la perception de la perception, par l'intermédiaire de l'autocognition. Donc cela implique pour eux deux aspects, ou les deux faces d'un même aspect, on peut dire. Donc vous vous souvenez que nous avons parlé de l'aspect. On a dit que la perception perçoit les choses par l'intermédiaire d'un aspect, akara en sanskrit ou nampa en tibétain. Ici aussi, la perception du verre perçoit le verre par l'intermédiaire de l'aspect du verre, et également, elle se perçoit elle-même par l'intermédiaire de son propre aspect. C'est un petit peu se percevoir, en train de percevoir, c'est un petit peu la même chose. C'est pas comme quand comme quand on se la raconte et qu'on on s'observe en train de parler aux gens, etc., et qu'on se dit ah tiens, je parle bien aujourd'hui, etc. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment non conceptuel, c'est direct, c'est vraiment non duel. Ok. Donc, les maîtres Dharmakirti et Dignaga expliquent la conscience comme ayant un double aspect ou deux représentations. Oui, vous êtes d'accord? Ok. L'aspect est une représentation. Mais ce n'est pas une représentation conceptuelle, hein, parce que souvent, dans le vocabulaire de Geshe-Dreyfus, quand il parle du concept, la généralité de sens, il parle de représentation mentale. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose. Une représentation mentale, c'est on se représente, on a un polaroid d'un objet, etc. Et donc là, c'est conceptuel. Mais l'autocognition, elle n'est pas conceptuelle. Donc la différence, c'est que l'aspect est une représentation mentale. C'est la chose elle-même qui laisse sa représentation exacte dans la conscience. Tandis que la représentation conceptuelle est une chose que l'on fabrique de façon conceptuelle. Donc c'est comme le dessin ou le polaroid. Il y a bien sûr quelque chose d'ancré dans la réalité quand on a une conscience conceptuelle, mais le dessin lui-même ne sera jamais le mouton. Ouais. Donc c'est pourquoi la conscience conceptuelle a quelque chose de faussé. En autocognition, c'est nécessairement pas faux.
C'est nécessairement une perception directe, c'est nécessairement pas erroné. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est une chose qui ne représente pas directement l'objet, donc pour la conscience conceptuelle. Donc bien qu'il y ait représentation, cette représentation n'est pas un obstacle à la perception des objets, parce qu'elle est le reflet exact de ces objets. Lorsque la perception perçoit l'objet, il y a deux aspects ou deux reflets. L'aspect de l'objet appréhendé et l'aspect de celui qui appréhende. Donc ça, on l'a vu. Hein. Zinam, sonam, c'est les deux aspects appréhendé et appréhendant. Lorsque la perception du verre se produit, elle appréhende l'aspect du verre, qui est l'aspect que prend la conscience lorsqu'elle perçoit le verre. Donc on avait dit que l'aspect, c'était pour combler comment dire, ce passage qu'il y a entre le moment d'avant et le moment actuel. Ouais. Ok. Et également, lorsque la conscience perçoit le verre, la conscience se perçoit elle-même, ou au moins son autoconscience, son autocognition, la perçoit elle-même. La perception qu'elle a d'elle-même, la forme qu'elle prend lorsqu'elle s'auto-perçoit, cette forme-là, cet aspect-là, est donc l'aspect du sujet qui appréhende. Ouais. Donc c'est même la définition de l'autocognition, c'est zinam, l'aspect appréhendant. Ok. Très bien. Et donc on arrive bientôt au Yogacara. Okay. Le Maketi et Dignaga disent que ce que nous connaissons est la connaissance des deux aspects et que c'est tout ce dont nous avons besoin pour expliquer notre perception des choses, pour expliquer le fait que l'on vive, que l'on soit heureux, malheureux, que l'on souffre, ou que l'on se libère, qu'on se réincarne, etc., qu'on renaisse, etc. Il passe donc brusquement du Sotrantika au Yogacara en disant que s'il est vrai que l'esprit est une entité de deux aspects, à ce moment-là, ce dont on a besoin pour expliquer les choses, c'est de ces deux aspects. Et donc, en fait, tout simplement, c'est cette échelle de valeur, cette échelle de lecture ascendante d'Acharya Dharmakirti, c'est qu'au début, il est très proche des Sotrantika, etc. Et ensuite, il passe à un niveau supplémentaire, aux Sotrantika qui suivent le raisonnement, en parlant de choses qui ne sont pas acceptées dans le Sotrantika, mais qui sont acceptées nulle part ailleurs aussi. C'est pourquoi on a cette sous-école de Sotrantika qui suit le raisonnement. Et ensuite, quand le Sotrantika montre ses limites, il passe au Yogacara, au Chittamatra. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'il échappe finalement à l'argumentaire de ses adversaires. Qu'est-ce que le verre? Le verre, je le perçois, et donc, ce qu'il y a en réalité, c'est cette perception du verre. Et je crois bien entendu qu'il y a un verre à l'extérieur, mais en fait, il n'y a que perception du verre qui, elle, a deux aspects. Un aspect objectif et un aspect subjectif. L'aspect objectif de la perception est la perception du verre elle-même, qui se produit comme ayant la forme du verre. Et l'aspect subjectif est l'aspect de la conscience se percevant elle-même. Ah ouais. Donc c'est pourquoi on passe au Yogacara assez facilement pour Acharya Dharmakirti. D'ailleurs, dans les commentaires sur l'Oric, sur l'épistémologie bouddhiste, dans certains commentaires, on retrouve des explications Sotrantika et ensuite on passe aux explications du Chittamatra. Parce que justement, Acharya Dharmakirti fait la même chose. D'ailleurs, sa vision ultime, normalement, était Chittamatra. Très bien. Ok. Donc pour Dharmakirti et Dignaga, c'est tout ce dont nous avons besoin pour expliquer la complexité du monde extérieur et intérieur. C'est tout ce dont nous avons besoin pour expliquer le samsara et la libération. Ça veut dire que ils vont avoir cette vue du Chittamatra, esprit seul. C'est-à-dire que ils ne sont pas en train de dire que les tapis, les maisons, etc. sont de l'esprit. Ils ne sont pas en train de dire ça. Par exemple, si on est assis sur un coussin, on n'est pas assis sur une conscience. On est assis sur un coussin, on est assis sur une forme. Mais cette forme n'existe pas à l'extérieur de l'esprit. Elle est d'une même entité substantielle avec l'esprit qui l'appréhende. C'est ça qu'ils disent. Donc c'est un petit peu difficile à accepter, mais c'est très difficile à réfuter aussi. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre le rêve et la réalité? Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de rêver, que je suis en train de vous parler, que je suis en train... Comment est-ce que je sais que je ne suis pas en train de rêver le cours qu'on est en train de faire? Parce que le cerveau ne fait pas la différence. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc c'est pourquoi les Chittamatra disent, mais il y a une différence bien sûr entre une hallucination, on est d'accord, et ce qui se passe en réalité,
mais du point de vue du fait que ça se passe dans la conscience, une hallucination se passe dans la conscience, la réalité se passe dans la conscience, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Ouais. C'est-à-dire que si on observe, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je crois qu'il y a 5 vidéos du docteur, je crois qu'il s'appelle Engelman, je ne suis pas très sûr. Je mettrai le lien sous la vidéo, qui a fait une série sur le cerveau, sur le cerveau. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il se pose la question où est le moi, où est la réalité, etc., du point de vue du cerveau. Et en fait, il n'y a que des stimulus sensoriels qui sont réorganisés par notre cerveau, qui donnent une certaine apparence de réalité, etc. Mais en réalité, il n'y a que des stimulus chimiques. Et donc, entre des stimuli électrochimiques qui sont réorganisés par le cerveau et la vue du Chittamatra, il y a des correspondances assez nettes. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que nous percevons, où est la réalité? Ça. Ouais. C'est la grande question quand même. Oui, exactement. Exactement. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. On peut l'interpréter du point de vue Prasangika et on peut l'interpréter du point de vue Chittamatra. C'est-à-dire que du point de vue de le verre est-il à moitié vide de son propre côté ou est-il à moitié plein de son propre côté ou en fonction de notre humeur. Si on est plutôt d'humeur optimiste, on va dire il est à moitié plein. Si on s'est levé du pied gauche, on va dire il est à moitié vide. Donc ça dépend de notre perception subjective, non? Bien sûr. Et donc c'est très difficile à réfuter le Chittamatra de ce point de vue-là. Ouais. Et en plus, il s'appuie sur les propos du Bouddha dans le Dasha Bhumika Sutra, dans le sutra sur les 10 terres. Le Bouddha dit toute cette diversité des mondes n'est qu'esprit. Donc forcément, les Chittamatrins vont prendre ça au sens littéral. Les Prasangika vont dire il faut le prendre, il faut l'interpréter. Quand on dit n'est qu'esprit, ça veut dire que sans subjectivité, il n'y a pas d'objectivité. Sans sujet, il n'y a pas d'objet. C'est ça que ça veut dire. Mais les Chittamatrins le prennent au pied de la lettre en disant non, le Bouddha a bien dit que cette diversité des mondes n'est qu'esprit, n'existe pas en dehors de l'esprit, n'est pas d'une entité substantielle différente de l'esprit. Ouais. Ça vous parle tout ça? Ouais. Mais alors, on n'a pas répondu à la question, là. Comment on sait qu'on rêve? Comment est-ce qu'on sait qu'on rêve? Comment est-ce qu'on sait qu'on rêve? On se réveille? On sait qu'on rêve? Ouais. On sait Parce pas. que dans le rêve, il n'y a pas nécessairement de cohérence. Il y a comment dire, des ruptures brutales entre une expérience et une autre, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement de lien entre une expérience et une autre, alors que dans la réalité, il y a une certaine cohérence. Ça veut dire que les maisons que je vois par la fenêtre sont très similaires aux maisons que j'ai vues hier par la fenêtre. Alors que dans le rêve, il y a une rupture très brutale. C'est-à-dire que soudainement, cette maison pourrait avoir un toit rouge et plus un toit d'ardoise, etc. Ou pourrait ne plus exister, etc. Mais en même temps, on a des expériences qui sont similaires à ça. Par exemple, le matin, on peut être à Nalanda et le soir se retrouver dans une autre ville. Et donc là, il y a une rupture brutale entre l'expérience qu'on a le matin et l'expérience qu'on a le soir. Et donc de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait la différence? Ouais. Ben ouais, voilà quelle est la réponse. Il n'y a peut-être pas de réponse. Peut-être que c'est les Chittamatrins qui ont raison, hein, Christine? C'est notre perception, non? C'est notre perception, ouais. Notre perception, en effet, c'est ce que vont dire les Chittamatrins. Ils vont dire, bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'objet là, il n'y a pas du tout d'objet à l'extérieur. Les objets donnent l'impression d'exister à l'extérieur, mais ils n'existent pas à l'extérieur. C'est pourquoi les Chittamatrins vont être d'accord avec les Prasangika. Ils vont dire toute conscience sensorielle d'un être ordinaire est nécessairement erronée. Il faut avoir confiance en nos perceptions. Ouais. Ouais, mais si on regarde ce que disait Descartes à l'époque, il disait une tour carrée de loin paraît ronde. Donc ça veut dire que même Descartes doutait de ses propres expériences sensorielles. Évidemment. Et donc nos sens, on ne peut pas toujours leur faire confiance. Bah non. On peut très bien voir des jolies fleurs de loin, en fait on se rapproche, et en fait elles sont simplement artificielles. C'est pas vraiment des fleurs. Au début, on voyait des vraies fleurs et tout, on se dit ah c'est joli et tout, j'aimerais bien les avoir dans mon jardin.
on se rapproche et on voit que c'est juste des fleurs de papier. Donc, c'est quoi? C'est la cognition valide qui fait la différence? Alors oui, on pourrait dire ça, on pourrait dire que c'est uniquement l'esprit lui-même qui peut faire la distinction, puisque le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une expérience imaginée, visualisée, réelle, euh, euh, comment dire, remémorée, etc. Donc le cerveau lui-même ne fait pas la différence. Ça doit être la conscience à l'état vigile qui doit faire la différence. Mais c'est très difficile. Ouais, Un certain discernement. oui, exactement. Exactement. Mais parfois, on pourrait arriver à douter, est-ce qu'on est dans l'état vigile ou est-ce qu'on est dans le rêve? Hmm. Par exemple, des gens qui sont pris dans un jeu de caméra cachée ou qui sont, mais qui sont en train d'observer une situation tellement irréaliste, tellement surréaliste, ils ont l'impression de rêver, non? Oui. Donc, Ce qui se produit même dans les ruptures brutales, par exemple, les gens qui ont un accident brutalement, ils ont une période de sensation d'irréalité. oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Où le contact avec le réel est beaucoup plus insubstantiel, en fait, hein. C'est pourquoi les Chittamatrins trouvent toutes ces raisons pour dire que finalement, bah, il n'y a rien en dehors de l'esprit. Et d'un certain point de vue, on ne peut pas vraiment leur donner tort, parce que les Prasangika vont dire sans sujet, il n'y a pas d'objet. Sans sujet, il n'y a pas d'objet. Bien Donc sûr. forcément, il y a quelque chose de très similaire. Ça veut dire que il n'y a pas de verre à moitié vide ni à moitié plein en dehors d'une subjectivité. C'est la subjectivité qui dit qu'il est à moitié vide, à moitié plein. En lui-même, il n'est ni l'un ni l'autre. Mhm. Donc les Chittamatrins vont aller plus loin en disant en lui-même, il n'est même pas un verre. Il n'est même pas là. Il n'existe qu'au travers d'une perception subjective. C'est-à-dire que pour les Chittamatrins, ce sont des graines qui germent dans la conscience, exactement comme dans le rêve. C'est pour ça qu'ils aiment bien cet exemple-là. Dans le rêve, on a des graines qui germent dans la conscience, des potentiels, qui nous font halluciner. Et là, ils disent, c'est la même chose. À l'état vigile, on a des graines qui germent, et donc on a un sujet et un objet qui naissent en même temps. Comme ils naissent en même temps, l'un ne peut pas être la cause de l'autre. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. On avait vu que la relation est soit causale, soit de même entité. Donc, comme le sujet n'existe pas à l'extérieur de la conscience qu'il appréhende, il est d'une même entité avec cette conscience qu'il appréhende. Mhm. Ouais. Ça, c'est pourquoi les Chittamatrins, ils ne parlent pas de condition objectale. Mhm. Parce que s'ils parlaient d'une condition objectale, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'objet devrait être une cause de la perception qu'on en a. Et Ils donc doivent, devrait exister avant elle. ils Et ça, doivent c'est pas parler de possible. conditions de germination quand même. Hein, Parce que pardon? ils doivent parler de conditions de germination quand même, de conditions Exactement. d'activation de la graine. Exactement. Ils vont dire que l'objet n'est plus la condition objectale, mais l'objet observé. Et cet objet observé, la conscience qui l'observe, naissent en même temps à partir d'une graine. Voilà. Ouais. Et donc, bien sûr, il y a différents types de graines, des graines de type similaire, des graines, la graine du soi, la saisie du soi, etc. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils expliquent les choses. Ils disent que finalement, entre l'état vigile où les graines germent, engendrent le sujet et l'objet en même temps, et pendant le rêve, on a le sujet et l'objet qui apparaissent en même temps. Mhm. Donc, ils vont dire que c'est très similaire, très, très similaire. Et donc, c'est très difficile à réfuter. Très difficile à réfuter. Donc, il faudrait trouver, bien sûr, dans les textes, par exemple, si vous lisez, comment ça s'appelle? The Unique Tenets of the Consequence School de Cosort. Il y a des points qui sont mentionnés là-dedans. Il prend les points difficiles du Prasangika. Il essaye de réfuter certains points de vue enseignés par le Chittamatra. Mais c'est quand même très difficile. Il y a des bouquins entiers, il y a des bibliothèques entières qui essayent de réfuter ce qu'est, par exemple, la Laya Vijnana, etc., la conscience base de tout, etc. Mais c'est très complexe. Très complexe. Donc il y a ces points-là. Et puis il y avait aussi quoi? Il y avait aussi le fait qu'on pourrait critiquer la vue du Chittamatra en disant, mais à ce moment-là, c'est une vue solipsiste. Ça veut dire que la personne qui rêve est la seule qui existe et tous les autres autour, tous les autres êtres autour sont simplement hallucinés. Ouais.
Et donc, dans ce cas-là, quel est l'intérêt de vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres? Parce qu'il n'y a pas tous les êtres. Il n'existe pas en dehors de notre continuum à nous. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti a aussi composé un texte qui s'appelle « L'établissement du continuum des autres ». Parce qu'il doit prouver que les autres existent à l'extérieur. Enfin, les autres personnes ne sont pas le même continuum que soi-même. Sinon, un seul s'éveillerait et tous les autres seraient éveillés. Si le Bouddha Shakyamuni s'est éveillé il y a 2600 ans et que nous étions du même continuum que lui, à ce moment-là, nous devrions être éveillés, mais nous ne le sommes pas. Ça veut dire qu'il a son propre continuum conscient et nous avons notre propre continuum conscient. Donc ça, c'est très important pour les Chittamatrins, parce que si on n'accepte plus ça, que les autres ont leur propre continuum, quel est l'intérêt d'étudier le Chittamatra, de vouloir s'éveiller pour le bien de tous les êtres, puisque en réalité, ils ne sont pas là. Donc ça, c'est intéressant. Ça pose beaucoup de questions. Ouais. Que de questions. Oui, Bernard? Que de questions, je dis que de questions. Ah oui, oui. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a cette progression, dans le sens où au début, en effet, on a le point de vue de Acharya Dharmakirti, qui est le Sotrantika, comme quoi les vérités ultimes, c'est les phénomènes impermanents. Pourquoi? Parce que ce sont les objets apparents des consciences ultimes, les consciences non erronées. Et après, il passe au Chittamatra, et pour le Chittamatra, n'importe quelle conscience sensorielle est nécessairement erronée. Parce que les objets donnent l'impression d'exister à l'extérieur de la conscience, mais n'existent pas à l'extérieur de la conscience. Et donc, dans ce cas-là, ça pose une nouvelle question. Comment est-ce que ce qui était une vérité ultime du point de vue des Sutrantika qui suivent le raisonnement n'est plus une vérité ultime pour le Chittamatra? Ce qui est une vérité ultime pour le Chittamatra, c'est l'absence de dualité entre l'objet et le sujet. Ouais. C'est plus du tout la même chose. Ouais. Donc c'est là où on voit que le curseur se déplace à chaque fois. Qu'est-ce qu'une vérité ultime? Qu'est-ce qu'une vérité conventionnelle? On avait vu pour les Vaibhashika, une vérité ultime, c'était quoi? C'était un phénomène qui résiste à l'analyse. Voilà. Les particules indivisibles, les phénomènes incomposés, etc. etc. Ce Sutrantika qui suit les Écritures, qu'est-ce qui se passe? Les vérités ultimes sont assez similaires, les vérités conventionnelles assez similaires aussi. Mais quand on passe au Sutrantika qui suit le raisonnement, avec Dharmakirti, Dignaga, etc., à ce moment-là, les vérités ultimes sont les phénomènes impermanents. Oui. Et les vérités conventionnelles, les phénomènes permanents, tels que c'est interprété chez les Gelugpa, bien sûr. Chez les Sakyapa, ça va être un peu différent. Mais malgré tout, il y a une corrélation entre le monde de la perception et le monde de la conception. Le monde de la perception, c'est le monde des vérités ultimes, et le monde de la conception, c'est le monde des vérités conventionnelles, Ouais. qui sont des sous-existants, qui existent, mais malgré tout, qui ne sont pas les existants purs et durs, etc. Donc ça va nous aider ensuite à comprendre les vues qui suivent, le Prasangika en particulier, comme quoi tout ce qui existe est un semi-existant. Voilà. Il n'existe pas de manière pure et dure, etc. Ça Ouais. existe, c'est observé par une cognition valide, mais ça n'a pas une existence pure et dure comme les vérités ultimes des Sutrantika, etc. Et ensuite, on passe au Chittamatra, après le Sutrantika qui suit le raisonnement, on passe au Chittamatra, et là, c'est un univers assez différent. C'est-à-dire que déjà, on passe dans une école mahayaniste. Donc, l'école mahayaniste, non seulement accepte le non-soi de la personne, mais aussi le non-soi des phénomènes. Et ce non-soi des phénomènes, en particulier, ça va être justement cette absence de dualité. L'absence de dualité entre les formes et les consciences qui les appréhendent. Donc ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois à la rentrée. Merci beaucoup, vous avez encore rassuré, bravo, c'est magnifique. Et donc, on continuera cet après-midi avec les débats. Normalement, on va essayer de faire des révisions avec les généralités, les choses, les définitions, tout ça. Vous allez vous éclater. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, à la rentrée avec vous. Ouais. Au revoir tout le monde et bon Noël. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, ciao.